Bonjour à tous, enfin rebonjour à tous, j'ai envie de dire. Merci de votre participation à cette journée Sciences ouvertes UMI Source. Est-ce que tu veux introduire un peu le sujet de cet après-midi, Vincent, ou alors je peux commencer directement? Comment tu veux qu'on s'organise? Bon, bah, écoute, juste un petit mot hein, pour te remercier d'avoir accepté de jouer ce jeu, de présenter ta démarche et voilà, comment tu fais pour aller vers la publication d'un data paper dans le cadre de ta thèse et des données historiques que tu as pu collecter sur les petites écoles insulaires. Donc, ça, vraiment, je tenais à te remercier. Et puis, bah, écoute, voilà, dire que tu es en thèse, que tu es à l'Université de La Réunion, qui est encadré aussi ici, à l'Université de Versailles et que ce qui explique pourquoi tu es à distance en fait de l'université, D'accord. tout seul dans ton coin. C'est Pour ça, ça. en espérant que tout se passe bien techniquement parlant. Encore Ouais, merci. j'espère. Ouais, pas de souci. Bon, bah, écoutez, moi, je vais me présenter un peu rapidement. Moi, je suis doctorant donc en troisième année en économie. Je fais de l'économie de développement et surtout, enfin, ouais, surtout sur les petites économies insulaires. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un angle un peu de long terme. L'idée, c'est de prendre les données d'importation par tête, enfin de commerce extérieur par tête de manière générale, pour essayer de voir les trajectoires de développement, ou en tout cas, pour répondre à la question qui est posée dans la littérature, à savoir est-ce que l'indépendance mène ou non, ou peut-être à un niveau de développement inférieur. Enfin bon, c'est un sujet qui n'est pas clos et qu'on essaye un peu de remettre. Est-ce que ce serait possible de juste couper les micros, s'il vous plaît, parce que c'est un peu perturbant? Voilà. Ouais, donc j'ai intitulé cette présentation Produire des données dans le but de publier un data paper. C'est tout à fait dans la démarche de ma thèse, puisque l'idée, c'est quand même d'aller chercher dans le passé lointain des économies insulaires. Il y a déjà des chercheurs qui ont un peu travaillé sur la question, notamment Bertram en 2014-2015, mais c'était sur un échantillon de 25 îles, donc 13 indépendantes, 12 affiliées, où il essaye de montrer d'abord que les importations sont un proxy correct du bien-être matériel ou du niveau de vie des populations, d'un côté, et de l'autre, pour ce faire, bah, il utilise donc les données d'importation par tête pour 25 îles de 1900 à 2008. Et donc l'idée, déjà en master pour mon mémoire, c'était d'étendre cette base de données à 2019. Et ensuite, c'était de voir ce qui se passe quand pour ces données, on les étend à plus d'îles, en fait. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, voilà, pour le déroulement de la séance, j'avais prévu un développement en 3 points général. Donc, la présentation de l'idée de recherche pour que vous ne soyez pas complètement perdu quant à pourquoi je fais ça, les caractéristiques de ce jeu de données, et ensuite la composition et peut-être l'utilité générale pour une discussion plus générale. Et en guide d'ouverture, j'ai envie de dire pour nos collègues de la bibliothèque des services techniques, l'utilité d'un data paper pour, bah, notamment dans ma position de jeune chercheur doctorant, quoi. Voilà, alors pour commencer rapidement le contexte du sujet, même si je ne vais pas en faire trop longtemps dessus, on constate aujourd'hui, et c'est un constat qui est assez bien cadré, qu'il y a une différence importante de niveau de développement économique, sanitaire, éducatif, en termes de transparence, corruption, etc., etc. En fait, tous les indicateurs possibles entre les économies insulaires qui sont affiliées et les économies insulaires qui sont indépendantes, au profit des économies qui sont restées affiliées. Donc, pour replacer la période des indépendances, ça s'est fait à partir des années 50 jusqu'au, on va dire, milieu des années 80 pour les PUID. Et c'est encore des territoires qui, certains revendiquent une volonté d'indépendance. On peut penser à la Nouvelle-Calédonie. Mais en tout cas, il y a une activité, on va dire, politique vis-à-vis de l'indépendance et de la demande d'indépendance qui est encore assez forte sur ces territoires. Et donc, la littérature, en tout cas en économie, elle explique ces différences de niveau de développement aujourd'hui par le statut politique en fait des PEID. Enfin, c'est une des explications possibles plutôt. Et ça serait l'idée que les coûts économiques, politiques, diplomatiques, etc., liés à l'indépendance sont si forts qu'ils causent un décrochage important
des niveaux de vie dans ces petites économies insulaires indépendantes, ou alors que, en tout cas, elles ne permettent pas une croissance aussi rapide que les petites économies insulaires qui sont, elles, affiliées. Voilà, c'est ça l'idée. Et en fait, là, on voit clairement deux modèles théoriques se dessiner enfin, deux modèles théoriques explicatifs se dessiner. Euh, soit la période. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais, je disais donc soit la période des indépendances est la source des divergences actuelles, donc le modèle qui est largement adopté dans la littérature aujourd'hui. L'autre modèle, on va dire, que j'essaye de défendre dans mes travaux avec Vincent, mais aussi avec Jean-François Ouareau ici à La Réunion, c'est que les trajectoires entre les îles, elles étaient déjà divergentes avant la période des indépendances, et c'est ces dernières, donc les indépendances, qui n'ont eu qu'un effet limité, en tout cas pas aussi catastrophique que décrit dans la littérature. Et en fait, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient d'un problème de disponibilité de données macroéconomiques sur le long terme, en fait, pour ces territoires. Donc déjà que c'est assez compliqué pour des territoires, je veux dire, qui sont aujourd'hui développés. Je vais penser aux territoires européens, nord-américains, par exemple, pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, de faire des séries de long terme macroéconomiques. Alors, c'est quasi impossible pour les îles. Et en fait, à partir des années 55, 60, on commence à avoir des données pour certaines îles. Mais avant ça, en fait, on n'a rien. Et en fait, la plupart des études, on va dire, de la littérature en éco, euh, puisqu'elles se basent toujours sur les mêmes données, elles produisent généralement des résultats très similaires, en fait. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de, de, de disrupter, on va dire, pour être moderne, avec cette production de données. Donc là, je vous remets rapidement les modèles explicatifs pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, vous voyez le modèle 1, des trajectoires indifférenciées avant la période de décolonisation et une forte divergence à partir de là, ou alors le modèle 2 que je tends plutôt à défendre, que les trajectoires étaient déjà divergentes, et donc là, ça ouvre à des débats très profonds qu'on peut avoir, notamment, j'espère, à l'avenir avec Vincent dans les papiers à venir. Voilà. Ce que je vous disais, donc les travaux de recherche, ils ont un vrai problème, un problème fondamental lié aux données. Et l'idée ingénieuse, on va dire, qu'on a trouvée, c'est de partir avant pour une donnée qui a un proxy, en fait. C'est exploiter le statut de comptoirs coloniaux que chaque île avait, que ce soit avant la départementalisation ou avant les indépendances, avec donc des données de renseignement, enfin des renseignements notamment sur les données qui étaient importantes à l'époque coloniale, c'est-à-dire les données de commerce extérieur, et notamment avec la visée à l'époque de l'équilibre financier de la colonie. Et donc, en fait, on retrouve depuis, ça dépend des territoires et des colonies et de la période de colonisation, mais par exemple, pour La Réunion, moi, je suis remonté jusqu'en 1832 pour les données de commerce extérieur. C'est un exemple. Il y a d'autres territoires où c'est beaucoup plus compliqué parce que la robustesse, on va dire, de l'appareil colonial était bien différente. Enfin, on est aussi très dépendant de ce qui s'est fait en termes de production historique de données, en fait. Donc, la méthodologie qu'on va reprendre, c'est celle de Bertram, donc comme je vous le mets tout en bas en 2014, c'est l'utilisation des données d'importation par tête pour 25 îles en équivalent dollar 2005 pour, entre 1900 et 2008 pour 25 îles. Si, comme je vous l'ai déjà dit, si on utilise cette procédure, c'est vraiment par défaut pour boucher en fait un trou de la littérature et on évite le problème fondamental qu'on a, c'est-à-dire le manque de données macro. Évidemment, on m'a déjà rétorqué plusieurs fois et je suis au courant de ces problèmes-là, que c'est difficile de faire de l'économétrie, notamment avec ma base, qu'on n'évalue pas exactement les mêmes choses au début de la période et à la fin. Mais en fait, si on veut avoir un discours quelconque en fait, sur la période avant les données macro, c'est-à-dire avant les années 60 sur les îles, on va être obligé de se confronter à ce genre de problème. C'est un problème structurel fondamental qu'il est quasi impossible
auquel il est quasi impossible d'échapper, en fait. Et donc, en fait, sur le premier graphique qui arrivera juste après, il faut que, enfin, j'ai envie que ce soit bien clair. Je vais vous le montrer d'ailleurs ici, ça va être plus simple pour que vous l'ayez en tête. C'est la représentation graphique que font Vincent Géronimi et Armand Taranco de la base de Bertram que je décris ici. Donc, c'est la base de 25 îles avec les données 1900-2008, se basant sur les données individuelles de chaque île exprimées en équivalent $ 2005 par tête. Donc, pour ce faire, il y a une procédure qui a été mise en place. Donc, il prend là où c'est déjà disponible dans la littérature, notamment chez les historiens, ceux qui ont en tout cas trouvé le commerce extérieur de certaines îles ou de certains comptoirs coloniaux, qui transforment en équivalent de dollars de l'époque courant, et ensuite en utilisant le CPI index, donc pour faire simple, la compilation du taux d'inflation annuel sur toute la période du dollar, et ben, il exprime ça en équivalent $ 2005 par tête. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser après, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qu'il prend, c'est les données déjà disponibles de Victor Bulmer-Thomas pour les Caraïbes et de Brian Redman Mitchell pour d'autres îles qui sont assez importantes et qui sont généralement disponibles et relativement faciles d'accès dans les archives internationales. Lui-même, Bertram, met de son travail propre pour 2-3 îles et en fait, il fait une base comme ça un peu qui représente un peu le Pacifique, surtout les Caraïbes et 2-3 autres îles dans le monde, par exemple la Réunion. Et ce que vous voyez donc sur le graphique que vous avez vu tout à l'heure, que je vais remettre, c'est une exploitation graphique, on va dire, assez intuitive. C'est la moyenne des importations par tête des îles indépendantes sur la moyenne des importations par tête des îles affiliées. En fait, pour produire ça, c'est le résultat, c'est l'illustration de toute la collecte de données effectuée par Bertram que moi, donc, je reprends et que je fais ensuite enfin, moi-même pour d'autres îles. Et même, je vais vérifier ce qu'ont fait Bertram et les autres. Et bon, je n'ai rien à dire dessus. Et en fait, le deuxième graphique qui est ici, enfin les deux graphiques qui sont là, c'est le résultat donc, de l'extension de ma base sur 44 îles. Et en fait, le vrai défi, c'est comment on passe de données d'archives, c'est-à-dire notées sur un papier, à des illustrations comme celle-ci. C'est ça le vrai donné enfin le vrai enjeu pardon du data paper. Et juste pour que ça soit clair ici, donc moi je fais l'extension de la base jusqu'en 2019. Donc j'ai repris les travaux de Bertram, de Victor Bulmer-Thomas. Je les ai contactés, j'ai travaillé avec eux pour reprendre leur méthodologie exacte et pour pas faire de rupture structurelle dans comment dire, dans les séries temporelles. Qui serait pas lié à véritablement ce qui s'est produit dans l'histoire des îles, mais à un changement de méthodologie. Comment j'ai fait? C'est simplement, c'est vite dit, j'ai contacté toutes les statistiques nationales des territoires auxquels étaient rattachées les îles, par exemple les comptoirs coloniaux britanniques, mais je contacte les archives britanniques. Et si ce n'est pas possible comme ça, alors je tente ma chance autrement. En fait, c'est un peu la pêche. Et donc, c'est un des défis principaux. Et encore aujourd'hui, par exemple, j'ai envoyé des mails il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, et j'ai toujours pas de réponse. En fait, ça dépend beaucoup de la coopération volontaire, j'ai envie de dire, de ces institutions-là. Et quand j'ai rien de tout ça, j'utilise des données internationales à défaut qui sont, elles, assez consolidées, mais qui ne remontent pas avant les années 50. Donc, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, cette même difficulté. Voilà. L'idée, c'est de ma base à moi, c'est l'ajout d'un maximum d'îles possible avec des données complètes de commerce extérieur pour 1900-2019. En fait, j'ai fait 2 bases de données, si vous voulez. J'ai fait une avec uniquement les îles où j'ai des données complètes de 1900 à 2019. Donc, ça fait 44 îles où j'ai ajouté en plus les exportations. Et j'ai fait une deuxième base où, en fait, je mets tout ce que j'ai trouvé dans tout mon travail, que ça soit complet ou pas, pour ce nombre maximum d'îles. Aujourd'hui, j'en suis à 77, 78, je crois.
d'îles où j'ai fait un travail de recherche et de, on va dire, mise, comment dire, de compilation, si vous voulez, de données qui étaient très, très séparées, très éloignées, que personne n'avait vraiment fait jusqu'alors pour beaucoup de ces îles-là. Et en fait, le vrai défi, comme je vous le mets ici, c'est les données incomplètes et inexistantes, en fait. Mais je reviendrai un peu plus à la fin sur ce point-là. Voilà. Comme je vous disais, le vrai défi, c'est vraiment, comme vous le voyez ici, ça c'est un exemple, par exemple, pour les archives navales des îles de Guam, enfin, ensuite qui étaient sous contrôle naval américain, puis ensuite sont devenus un territoire intégré aux États-Unis. En fait, vous voyez, on a des vieux rapports de l'administration navale qui sont relativement illisibles avec, ici, on a de la chance, c'est exprimé en dollars américains. Donc, il y a une étape de moins à faire. Et donc, vous voyez comment ça se passe. Attendez une petite seconde. OK. Ouais, j'ai pas mal de pluie là qui commence. Donc, je vais juste aller fermer tout ce que j'ai. J'arrive tout de suite. Désolé. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, je vous disais, le vrai défi, c'est en fait le travail, c'est vraiment ça, c'est de passer de ce que vous voyez à gauche à ce que vous voyez à droite. En fait, c'est la compilation des données qu'on peut trouver, dans les différentes archives statistiques et coloniales. Là, c'est juste un exemple pour une île en particulier sur un certain nombre d'années. Mais en fait, c'est un travail à faire pour toutes les années disponibles, pour toutes les îles sur lesquelles on cherche. Donc, c'est vraiment un travail de quasiment, j'ai envie de dire, d'archiviste, enfin, en tout cas, vraiment de recherche fondamentale de où trouver déjà ces archives-là, où trouver ensuite les données qui nous intéressent dans ces archives et voir si on peut avoir des séries complètes en utilisant ces sources de données, en fait. Donc, comme je vous ai dit, ma base de données à moi, c'est un mélange, en fait, de données reprises à partir de Bertram, de Victor Bulmer-Thomas, de Brian Redman Mitchell, de bases de données internationales quand elles sont disponibles, donc des Nations Unies, du Trade Committee, du WTO, des Nations Unies, enfin des Statistical Yearbook, pour les populations, des données de population de la UN Population Division. Et ensuite, à ça, moi, j'intègre pour une bonne partie, je dirais au moins la moitié de toutes les données collectées, des données que j'ai moi-même dû retrouver dans les archives et divisions statistiques. Quand c'est possible, et ça, c'est le meilleur scénario possible, c'est le croisement des données entre les différentes sources. Par exemple, entre moi, ce que je peux retrouver, entre ce que Bertram trouve, entre ce que le UN Statistical Yearbook trouve, ça me donne une assurance supplémentaire sur la qualité des données que je peux trouver. Et quand il y a des données qui sont contradictoires ou qui sont en concurrence, on va dire, j'ai mis ici que c'est la meilleure, entre guillemets, réputation qui est sélectionnée, dans le sens où on voit clairement typiquement dans les archives, qui sont plutôt les figures d'autorité pour la production de statistiques, en fait. Après, ça, c'est assez intuitif, mais il n'y a pas vraiment de guide déjà prédéfini dans la littérature pour savoir quelle source choisir plutôt qu'une autre. C'est un peu à force d'expérience qu'on voit ça. Donc, comme je vous le mets ici, le défi principal de toute cette base, c'est vraiment l'idée de passer d'un point, donc d'une donnée individuelle pour chaque année dans les valeurs qui sont non comparables pour une île en particulier, à des valeurs comparables entre îles et des séries de long terme, en fait. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple ici. Comment on passe d'une donnée d'importation en francs courants en 1905 à La Réunion
à quelque chose qu'on va comparer ensuite sur le long terme. En fait, c'est ça aussi l'un des enjeux de mon data paper. Et en fait, pour faire ça, il y a plusieurs étapes intermédiaires. C'est d'abord trouver les taux de change comment ça s'appelle, des taux de change des monnaies en question vis-à-vis du dollar sur toute la période. Et ça, déjà, c'est un défi parce que ce n'est pas toujours évident. Ensuite, il faut trouver les données de population totale sur toute la période. Et ça aussi, c'est un défi puisque les bases de données internationales n'ont de données de population que pour les économies qui sont aujourd'hui indépendantes. Et donc, en fait, il faut aller chercher dans les recensements et les dénombrements de population toutes les 5, 10, 15 années et ensuite faire des estimations soi-même. C'est un deuxième gros défi et c'est aussi une recherche de données qui est importante. Et en fait, le dernier point est peut-être le plus controversé et le plus compliqué, c'est de trouver et de supprimer, de déflater, en gros, de supprimer l'effet de l'inflation cumulée du dollar sur toute la période par rapport au dollar 2005. Donc, voilà, là, je vous mets le détail de ce que j'ai fait exactement, mais c'est ça, on va dire, le travail intellectuel de la base de données, c'est là qui se situe vraiment, dans la mesure où, en fait, la première étape, c'est d'aller voir les banques centrales, notamment leurs services statistiques, et de leur demander simplement est-ce que vous avez des données enregistrées historiques de taux de change entre votre monnaie et le dollar. Pour les grandes monnaies, il y a un site que je vous mettrai, qui est disponible et que quand je vous transmettrai le PowerPoint qui seront cliquables, en fait, je les ai inclus dans la présentation. Mais il y a des sites comme Measuring Worth qui sont très pratiques puisqu'ils permettent de remonter le taux de change entre le dollar et le pound britannique jusqu'au début du 19e et pour les autres monnaies, généralement jusqu'en 1910. C'est fait par un professeur d'histoire économique, donc le professeur Lawrence Officer, et c'est super utile parce que ça facilite vraiment la vie. De manière générale, puisque ça remonte jusqu'en 1910, 1915, 1920, après, je vais dire plutôt avant, il faut trouver les données manquantes dans les différents fonds archivaux. Et c'est relativement faisable pour les données produites par notamment, par exemple, la statistique générale de France de l'époque, ou alors les données coloniales britanniques étaient relativement bien entretenues. C'est déjà moins le cas quand il s'agit de territoires qui avaient des statuts pas clairs. Par exemple, un territoire qui, pour moi, est très compliqué à reconstituer, par exemple, c'est Singapour. Singapour, c'est un territoire où la politique monétaire de l'époque était tellement compliquée, le statut politique de Singapour n'étant pas décidé jusque dans les années 50-60, c'est très difficile pour moi qui ne suis pas historien et même pour les historiens par ailleurs de étudier Singapour sur le très long terme en fait. C'est très compliqué puisque historiquement Singapour c'est une construction qui n'a pas vraiment existé, c'est une construction assez récente. Ça c'est juste un exemple. Mais ça se retrouve, par exemple, pour le Timor-Leste, ça se retrouve pour, en fait, toutes ces îles et tous ces territoires côtiers et insulaires qui ont eu des changements institutionnels très forts pendant le XXe siècle, en fait. Mais pour revenir sur la question des étapes intermédiaires du taux de change, dans la mesure où la plupart des grandes monnaies, elles suivaient l'étalon or, la convertibilité avec les autres monnaies en général était notée, donc retrouvable. Et pour l'exemple de la France, il se situe assez souvent dans les annuaires statistiques et la statistique générale de France, à partir de 1878 jusque dans les années 1950. Donc ça, ça demande de chercher profondément dans les sources et de feuilleter page par page, mais ça peut se trouver. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Pour la deuxième partie, les données de population, elles sont assez difficiles à déterminer et à stabiliser. C'est difficile de stabiliser un nombre pour les PEI, puisqu'il y a encore aujourd'hui d'importants débats, on va dire, de démographie historique. Par exemple, je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie.
J'ai trouvé des dénombrements de la population, mais qui ne sont pas super précis, qui dénombrent à des années différentes, par exemple les blancs libres, les blancs bagnards, ce qu'ils appellent les couleurs, les indigènes. C'est très compliqué de trouver exactement, surtout qu'il y a un grand débat vis-à-vis de encore aujourd'hui, quelle population il y avait en Nouvelle-Calédonie avant la colonisation française, etc. Donc, c'est encore sujet à débat et c'est très compliqué de se placer dans ce débat-là. Moi, je prends en fait les données de dénombrement que j'ajoute les unes aux autres. J'essaie de faire au plus simple et je donne une population, mais en fait, par exemple, je ne peux pas remonter avant les années 1880 pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un exemple. Euh, de manière générale, les îles indépendantes, il y a un outil qui est super intéressant, c'est le UNPD Height Project, qui fournit des bases de données complètes pour chaque île indépendante entre 1800 et 2019. Ça, c'est vraiment génial. À noter qu'ils fournissent aussi des données de population pour les territoires affiliés entre 1950 et aujourd'hui. Le reste des données, elle provient des recensements à trouver, elle provient des gouvernements coloniaux, etc. etc. Donc, c'est compliqué. Et pour un point méthodologique, ce que j'ai fait entre 2 années de recensement, j'ai effectué en fait des estimations de croissance simple en prenant les taux de croissance entre 2 points que j'ai moi-même généré, à moins que je puisse trouver des taux de croissance clairement mentionnés dans les archives, dans les dénombrements coloniaux, dans la littérature, voilà. Donc, s'il n'y a rien dans la littérature, je fais comment ça s'appelle, des règles arithmétiques simples de croissance de la population entre 2 points, en fait. Voilà, et là, on va dire, le point où moi, j'ai passé le plus de temps à constituer aussi une base et à défendre mon point de vue vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis aussi de la communauté scientifique, c'est comment faire en sorte que l'inflation cumulée du dollar américain, on l'enlève. Pour faire simple, comment on fait pour se placer du point de vue du dollar constant 2005 américain et pour voir l'évolution réelle du commerce, pour voir l'évolution du commerce réel. Donc, pour un cadrage simple, avec cette procédure-là, la valeur du dollar après 2005, elle est moindre, donc elle est amoindrie, alors que la valeur du dollar avant 2005, elle est supérieure. C'est logique, c'est la manière dont la suppression de l'inflation fonctionne. Donc, pour trouver ces valeurs de l'inflation annuelle, il y a le US Bureau of Labor Statistics qui publie des données à partir de 1913. Et en fait, ce site, il permet, comme le site de l'INSEE par ailleurs pour le franc, il permet de donner la valeur d'1 dollar en une année traduit en la valeur du dollar en l'année en question, enfin, qu'on recherche. Et en fait, l'exemple que je vous donne simplement, par exemple, je l'ai fait hier, en 1913, un dollar américain a le même pouvoir d'achat actuel que 19,73 dollars 2005. Et en fait, ça nous permet, cette procédure-là, d'annuler jusqu'en 1913 l'effet de l'inflation, même s'il y a des profonds débats sur la question, mais je vais l'aborder juste après. Et en fait, le problème que j'ai principalement, c'est que cette base unifiée, elle ne fonctionne qu'à partir de 1913. Et en fait, il y a un professeur, donc le professeur Robert Sarr de l'Oregon University, qui a, lui, pour les États-Unis uniquement, compilé une base de données de l'inflation du dollar de 1635 à 1912. Évidemment, plus on se rapproche de la date d'aujourd'hui, plus c'est facile, on va dire, d'avoir des données solides. Vous imaginez bien qu'en 1635, ce n'était pas du tout la même robustesse et les mêmes déjà recueils statistiques qu'en 1912. Moi, je m'arrête à peu près jusqu'aux années 1860, là où, on va dire, il y a des indices de gros, il y a des indices de détail qui commencent à apparaître vraiment pour, on va dire, une douzaine de produits
Et après, ça va ne faire qu'augmenter le nombre de produits qu'on considère dans le panier pour évaluer de mieux en mieux l'inflation. Ce que je voulais faire aussi, c'est donc ce zoom sur l'inflation, parce qu'il y a des vrais débats sur la question et que ça change drastiquement la valeur finale des données transformées. En fait, sur ce site Measuring Worth, il montre qu'il y a au moins 7 manières, enfin 6 en tout cas pour les États-Unis, mais donc 7 manières de considérer l'inflation sur cette période-là, donc 1900-2019. Donc, pour vous donner les 6, il y a l'évolution du salaire. Donc, ça, c'est un moyen de voir l'inflation du salaire, voir le pourcentage du PIB qu'un projet représente. Par exemple, l'Empire State Building avait coûté 500 millions de dollars à l'époque. C'est plus logique de prendre en pourcentage de ce que ça représente du PIB à l'époque et aujourd'hui, plutôt que prendre le prix des biens, d'un panier de biens, pour s'en rendre compte. Il y a aussi un moyen un moyen haut de calculer l'inflation, c'est en fonction du statut de l'emploi. Par exemple, combien un professeur d'université gagnait en plus que la moyenne des salaires en 1900 et combien en plus de la moyenne des salaires il gagne aujourd'hui. Euh, c'est comment ça s'appelle, un moyen aussi de calculer cette inflation. On a aussi le pouvoir économique des plus riches, c'est-à-dire à quel point ils ont une part importante du PIB. Le prix du carburant, c'est aussi intéressant. Et le dernier que moi j'utilise, donc c'est le prix des biens, c'est le CPI Index. Mais tout ça, c'était juste pour vous dire qu'il y a différentes manières vraiment de mesurer cette inflation et que c'est un débat qui, en fait, c'est rapidement sur ce genre de débat qu'on se pose quand on va au fond des choses, quand on regarde vraiment ma base en face. Non seulement il y a la question des sources et par exemple des données manquantes, mais notamment il y a la question de la transformation. Et la transformation la plus importante et la plus sujette à débat, c'est celle-ci, c'est celle de l'inflation. En fait, pour moi, c'est assez naturel d'utiliser cette dernière, donc le CPI Index, puisque ce que moi, j'essaye de trouver, c'est le prix des biens de marchandises importées et exportées par ces îles. Et donc, c'est assez instinctivement que j'utilise cette transformation-là. La question finale, en fait, pour comprendre en fait, ma démarche vis-à-vis de l'inflation, c'était de combien faut-il multiplier le commerce extérieur d'une certaine année, par exemple pour l'île de la Réunion, pour supprimer l'effet de l'inflation. C'est comme ça que je l'ai construit dans ma base de données et je vais vous le montrer ici. Là, c'est un exemple classique de la structure de ma base. Vous avez ici, c'est par exemple pour Zanzibar, je crois, ouais, c'est ça. J'ai les données à gauche de BR Mitchell. Vous voyez ici, tout est annoté donc avec les sources précises, etc. Et ça, c'est les données en pounds britanniques. Donc, la première étape, c'est de les transformer en données d'équivalent dollar. Donc, pour toute la période où Mitchell a des données, je fais ça. Et sinon, j'ai contacté le service statistique de Zanzibar qui m'a donné un certain nombre de données relativement récentes. Et eux le donnent en shilling de Tanzanie. Là aussi, il faut trouver le taux de change du shilling de Tanzanie vis-à-vis du dollar sur sur la période concernée. Une fois qu'on a ça, on peut créer une base de données unie en équivalent dollar courant. Et une fois qu'on a l'équivalent dollar courant, donc ce que vous voyez ici, donc Reconstructed Imports Expressed in Current USD équivalent. Donc, c'est deux colonnes à droite de la colonne en rouge. Mais une fois qu'on a ça, là, cette fois-ci, on peut la multiplier par la valeur de déflation du dollar américain. Et vous voyez, c'est à ça que ça ressemble dans ma base de données à chaque fois. C'est par combien il faut multiplier pour supprimer l'effet de l'inflation, on va dire. Et en fait, ce qu'on a ensuite, c'est donc ce même dollar, ces mêmes importations en équivalent dollar américain, mais cette fois-ci en dollars constant 2005. Et à la toute fin,
tout à droite de ce que vous voyez, cette fois-ci, c'est les importations par tête exprimées en dollars 2005 constants. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais c'est la manière, on va dire, enfin, je pense que c'est la seule manière, à vrai dire, de faire si on veut avoir une base de données, euh, enfin, si on veut avoir des données qu'on veut comparer les unes aux autres. Sinon, j'aurais fait autrement. Si je voulais, par exemple, faire des études monographiques, j'aurais reconstruit l'inflation liée à chaque monnaie et j'aurais fait des études monographiques où il n'y a pas besoin de comparer. Puisqu'on est dans une démarche de comparaison, ici, dans ce travail-là, il y a besoin d'avoir une valeur avec laquelle on peut comparer. Et ici, ce qu'on a pris, c'est le dollar 2005. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé cette méthodologie. En fait, je l'ai reprise et on va dire, je n'ai pas envie de dire perfectionner, mais on va dire l'appliquer systématiquement pour toutes les îles sur tout l'échantillon. Voilà, j'espère que c'était assez clair. On pourrait y revenir si vous avez des questions plus tard. Et là, cette fois-ci, enfin, je termine sur ma base et je passe à la partie data paper. En fait, la structure de mon data paper, c'est assez simple. C'est entre 4 8 pages. C'est pas très long. C'est pas un papier scientifique. Enfin, c'est un papier scientifique, pardon, mais c'est pas un papier scientifique, c'est pas un article scientifique comme les autres. Euh, ce qu'on cherche ici vraiment, c'est la mise en forme des données, citer euh, 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 enfin, toutes les citations, le sourçage, comme je le mets, qui est fondamental, la facilité de réutilisation, euh, euh, à quel point c'est intuitif de prendre en main ces données. Et ce que j'ai mis ici, et c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on produit ces données, c'est penser du point de vue d'un utilisateur qui, un, n'est pas familier avec le domaine de recherche, et deux, qui n'est pas familier avec ces données en soi. Par ailleurs, la publication du data paper, elle doit s'adapter au support en question. C'est-à-dire, euh, les règles ne sont pas encore uniformes pour tous les data papers au niveau de ce qu'ils attendent au niveau des publications. Moi, vu que je vais publier, j'espère bientôt, enfin, en tout cas lancer la procédure avec Data in Brief, moi, je vais vous donner ce que je sais de mon expérience vis-à-vis de Data in Brief. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les revues qui se spécialisent en publication de data paper. Voilà. Euh, euh, voilà, ici, en plus du papier scientifique qui explique la démarche précise, la méthodologie et les difficultés techniques, il y a un intérêt de recherche qui est assez fort, je pense. Mais en fait, ce que je vais publier dans ce data paper, ce n'est pas tant une discussion ou quoi que ce soit, c'est vraiment 2 ou plusieurs fichiers Excel avec 4-5 pages de qu'est-ce que sont ces données, quelles sont leurs utilités, est-ce qu'elles sont reproductibles, etc. En fait, vraiment des caractéristiques du data paper. Ouais, et d'ailleurs, ce que je vais faire pour l'instant, l'idée que j'ai, c'est je vais joindre 2 fichiers Excel, un avec le détail par île, donc avec toutes les données que j'ai possibles, et un autre uniquement avec les îles pour lesquelles j'ai des données complètes de 1900 à 2019. Pour que ça soit très clair, dans un data paper, en tout cas pour Data in Brief, il n'y a pas d'interprétation des données, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de discussion dans le papier. En fait, un data paper, soit c'est une primo-publication de données, soit c'est un update de données. Il y a 2 formes, ou alors ça peut être dans le dernier cas un papier prospectif, c'est-à-dire un papier qui dit il faudrait avoir des données sur ça, mais c'est la forme la moins courante. La forme la plus courante, c'est le primo data paper, j'ai envie de dire le premier. Le deuxième, c'est l'update, et le troisième, mais qui est beaucoup moins courant, c'est comme je vous ai dit, celui qui est prospectif, on va dire. Pour être tout à fait franc encore avec vous, vu que je n'ai pas encore publié, je me pose encore la question de la forme précise de ma publication des données. Est-ce que je fais un fichier séparé pour chaque île?
Est-ce que je fais un fichier séparé pour chaque donnée, par exemple, un fichier pour les données en valeur locale du commerce extérieur, puis un fichier pour les valeurs en dollars courants, puis un fichier, enfin, vous avez compris, ou alors est-ce que je le fais par année? C'est encore des sujets que je suis en train de débattre avec moi-même, pour être franc. Donc voilà, moi, je suis prêt à écouter vos avis sur la question. Au niveau des exigences pour le data paper que je veux construire avec Data in Brief, c'est les données doivent être possédées par les auteurs ou alors les auteurs, enfin l'auteur, c'est moi pour le coup, il doit avoir le droit de les réutiliser ou alors la réutilisation, elle doit être libre. Donc, ça dépend de la licence et ça, il faut faire très attention, mais je pense que Michel pourra vous en parler plus précisément et mieux que moi. Ce qui est accepté en tant que publication pour Data in Brief, c'est des données simulées, des données négatives, des données de questionnaire, des données brutes, avec toutes les précisions et les précautions éthiques que dont parlait Dominique ce matin. À partir du moment où on respecte ça, c'est une liste qui est exhaustive, hein, je tiens à préciser. À partir du moment où on respecte, par exemple, les précautions éthiques, c'est bienvenu dans Data in Brief. Ce qui n'est pas bienvenu dans Data in Brief, par exemple, c'est les données ayant déjà servi pour un autre article, les données de case study qui sont souvent trop sensibles ou trop faciles, par exemple, où c'est trop facile d'identifier les personnes en question, les méta-analyses et les données secondaires seules, sans travail par-dessus, ou alors juste reprise de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, il y a une demande qui est faite de la part de Data in Brief qui est que les données doivent être déposées dans un entrepôt public de données, si possible, un entrepôt public disciplinaire spécialisé. Data in Brief, par ailleurs, comme je vous ai mis dans le lien que vous pouvez cliquer, il propose une liste donc qui n'est pas exhaustive, mais qui est très longue, d'entrepôts publics disciplinaires et généralistes. Il y a juste 2 conditions à respecter pour cet entrepôt. Il faut que cet entrepôt il assigne un numéro persistant unique global pour le jeu de données. Et la deuxième nécessité, c'est qu'il est possible de télécharger les données complètes facilement. Voilà. Dernier point important, et c'est l'idée du data paper, c'est que ce soit des données originales, non publiées et non travaillées autre part. Voilà. Je voulais faire un petit topo rapide sur la question, et je pense que, enfin, les questions, et je pense que Vincent, tu reconnaîtras un peu ce que c'est. C'est les questions des évaluateurs à suivre pour noter un data paper pour votre data in brief. Et vous voyez ici que c'est très clair, il y a une grille très claire de ce qui est demandé par les évaluateurs dans data, enfin, par le publisher Data in Brief et ensuite qui est transmis aux évaluateurs. Vous voyez, est-ce que c'est des données secondaires? Oui, non. Est-ce que c'est des données originales produites par les auteurs? Pour moi, par exemple, ça va être un mélange avec les données secondaires que j'ai le droit d'utiliser. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais encore une fois, vous pourrez voir directement sur le site de Data in Brief, je l'ai mis dans la présentation. Mais c'est important d'avoir ça en tête puisque ça guide pour tous ceux qui veulent travailler sur le data paper, ça guide vraiment le travail à faire et c'est un pense-bête, c'est une aide pratique en fait. Voilà. Je voulais faire, et j'arrive bientôt à la fin de ma présentation, sur l'importance peut-être du data paper dans ma démarche, mais de manière générale, l'importance des data papers. Déjà, ça permet de valoriser des produits de recherche qui n'étaient pas forcément publiés correctement jusque-là. Je fais écho aux discussions qu'il y a eu ce matin sur les dizaines de bases de données ou les données qui ont été laissées de côté par les différents chercheurs présents aujourd'hui et même de manière générale dans le monde entier. Aujourd'hui, il faudrait, enfin, ce serait bien que ça devienne assez je pense, instinctif de publier ces données, même si, comme on a eu le débat ce matin, ça peut donner des idées à d'autres. Je pense que
une fois qu'on construit ces données, on a la primauté dessus. Et moi, par exemple, je ne m'inscris pas vraiment dans ce débat puisque j'ai au moins 3 papiers en route sur l'exploitation de ces données. Vous voyez, donc une fois qu'elles seront publiées et ouvertes à tous, mais il y aura déjà au moins 3 papiers qui les exploitent. Et moi, je suis très heureux d'avoir une démarche ouverte, c'est-à-dire de mettre en avant mon objet de recherche. Par ailleurs, les data papers, ils n'ont pas les périodes d'attente aussi longues que les autres papiers scientifiques, donc ils permettent de se faire publier assez rapidement et sans procédure excessivement longue au niveau, par exemple, du referring, etc. Et il permet, comme vous l'aviez dit ce matin très justement, si vos données, si le produit de votre recherche s'insère dans des débats actuels qui peut être repris relativement facilement par des chercheurs du domaine, en fait, ça peut être source de citation très facilement. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très observé. Et là, je m'adresse notamment aux jeunes, enfin à moi-même déjà, et aux autres doctorants et jeunes chercheurs qui veulent en faire leur métier pour le futur. Et dernier point, ça permet de mettre en avant son objet de recherche en facilitant la recherche future. Et pour moi, c'est un point qui est important. Du point de vue du chercheur lui-même, le data paper, ça permet de développer un certain nombre de skills. Donc, la connaissance de la recherche dans les archives, faire de la recherche fondamentale, faire de la recherche et de la gestion de larges bases de données, la minutie, la citation très précise de chaque donnée, le détail dans la gestion des sources, etc., etc. Il y en a d'autres. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui recherché et mis en avant, notamment à l'heure du big data où la gestion de bases de données, c'est quelque chose, c'est un skill en soi en fait. Donc, pour des débouchés futurs, c'est quelque chose d'assez évident pour les jeunes chercheurs. C'est un produit de recherche qui est encore assez novateur en France et je suis très content que l'UMI Source soit mis dessus puisque c'est un enjeu véritablement, puisque c'est un enjeu au-delà de juste de la recherche, c'est un enjeu de visibilité aussi. Et c'est aussi, et dernier point, c'est un enjeu de financement très important puisqu'ils sont généralement compris et demandés au niveau des financements publics disponibles en France, mais surtout et aussi à l'échelle européenne, là où il y a vraiment beaucoup de financements disponibles. Dernier point sur lequel je voulais revenir peut-être pour ouvrir aussi la discussion, c'est les problèmes et les difficultés liées à la construction de ce data paper. Clairement, la meilleure solution et la solution que j'aurais souhaité, si c'était possible, ça aurait été de prendre l'inflation de chaque île ou alors de chaque métropole liée à chaque île pour avoir une meilleure précision quant à l'équivalent 2005 USD du commerce extérieur par tête. Cela dit, théoriquement, les inflations, elles sont censées être traduites dans les taux de change des monnaies. Évidemment, ce n'est pas vraiment le cas, surtout plus on revient dans l'histoire. Et puis, au final, comment on fait pour comparer des taux de change non flottants? Enfin, voilà, c'est des débats dans la littérature en histoire économique qui sont encore aujourd'hui pas clos. La vraie question fondamentale, c'est quelle comparabilité entre valeurs, en fait. Et ça, c'est un débat qui est un peu inextricable dans mon cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des données manquantes, par exemple, pour une île? Je ne sais pas, j'ai un exemple qui me revient, par exemple, pour Malte, il y a les années de la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu un blocus continental, il n'y a quasi pas de données. Et quand j'ai demandé aux archives maltaises, ben, ils m'ont dit que c'était des données sensibles et qu'ils ne pouvaient pas me les transmettre. Bon, bah, très bien. Pour l'analyse économétrique, si je n'ai pas ces données, soit il faut supprimer toute l'île, donc en fait, le travail de recherche est inutile, soit il faut supprimer toutes les années, enfin, les années en question pour toutes les îles. En fait, il y a deux choix uniquement. La solution que j'ai prise, c'est une solution de facilité, et je l'admets ici, mais je n'ai pas vraiment le choix. J'utilise juste des données de croissance régionale du PIB pour simuler les données manquantes. Il y a d'autres problèmes qui sont aussi liés à la qualité des services statistiques et des données de l'époque et par exemple au commerce, on va dire, au noir
qui n'a pas été enregistré, ça, c'est un problème fondamental lié à ma base de données que je peux pas corriger, puisque si j'ai l'idée, par exemple, de la différence réelle entre ce qui a été importé et la différence de ce qui a été déclaré comme importé, si je peux le faire sur quelques îles, là où les administrations coloniales étaient les plus robustes, c'est impossible à faire pour toutes les îles qui m'intéressent. Donc, dans l'esprit de facilité, j'essaye de faire au plus simple et d'utiliser les données qui me sont fournies par les services statistiques, même si je suis conscient de leurs limites qualitatives. Et finalement, en fait, il y a une question très compliquée qui est la dispersion parmi les différents services statistiques, parmi les différentes archives, parmi les différents pays autour du monde. Et en fait, une vraie difficulté qui est un besoin vraiment de connaître les spécialistes historiens des zones concernées, et même eux, en général, ne sont pas beaucoup plus avancés que moi, ce qui fait qu'en fait, on devient... moi, ça fait 2 ans et quelques que je mène cette recherche-là, et là, j'en vois le bout, mais du coup, en 2 ans, on a le temps de devenir un peu expert du domaine, quoi. Donc, si on commence à chercher ce genre un peu de recherche fondamentale, c'est sûr que et évidemment, ce n'est pas le cas de tous les data papers, hein, que je sois très clair, mais si on fait un peu de cette histoire économique-là avec une recherche, on va dire, un peu fondamentale, on s'embarque pour une longue période et qui est pas forcément, on n'est pas forcément sûr d'avoir quelque chose à publier à la fin, même si en général, on trouve des choses. Voilà, merci de votre attention. Je suis je suis à disposition pour vos questions éventuelles. Et puis, vous pouvez me retrouver par mail si vous avez des questions. Voilà. Ouais. Merci Nicolas pour cette présentation du travail approfondi. On se rend compte de l'ampleur du travail que représente une recherche sur la donnée historique. Voilà, c'est bon. Non, parfait. C'est Ouais. bon. Donc, bravo, parce que c'est présenté de façon synthétique ce que tu as fait, c'est pas évident, parce que ce qui est très appréciable, c'est la mise en partage de ton expérience, quoi, avec une compétition de formalisation. Apparemment, je suis censuré et sensible. Je vais faire opérer ce travail. Mais peut-être qu'il t'entend quand même. Oui, alors si tu Moi, je t'entends relativement bien, ça va, mais bon. préciser de parler fort et distinctement. Ah, super. Alors là, tu me sauves. Voilà, moi, je vais essayer de m'économiser un peu. Ouais, ce que je trouve très intéressant par rapport à ce qu'on a vu ce matin, en fait, qui a été présenté par Dominique et mis en discussion, et que ce matin, on était plutôt sur les enjeux de données sur des terrains, sur des échelles assez petites, voilà, sur ce que tu appelais, sur l'expression que tu as utilisée, Dominique, mais sur les phénomènes réels, enfin, Sur les réalités du développement, réalité du développement, aux échelles locales et nationales. aux échelles locales. Ouais. Alors là, il y avait un vrai enjeu, effectivement. Et là, le travail que tu présentes, c'est un autre type d'enjeu qui renvoie en fait à un autre champ, à la fois en termes de revues et en termes de spécialistes et de chercheurs. C'est la question de l'histoire économique. C'est la cliométrie qui est derrière. Et c'est tous ces débats dont on a pas mal parlé, Nicolas, ensemble. Notamment sur le handbook de Diebold, qui a coédité Diebold, sur la cliométrie, avec toutes les questions sur comment on mesure la richesse et l'évolution de la richesse dans le temps. Dès qu'on est sur des longues durées, c'est un vrai défi. Alors, je rappelle que ce travail qui est vraiment considérable, hein, comme tu l'as présenté sur les données, on comprend bien pourquoi en écoutant, pourquoi il faut le valoriser. Parce que c'est un vrai travail, c'est un travail original, c'est un travail qui est long, qui est difficile. On peut publier, ça paraît légitime. D'autant plus que, et je tiens quand même à le rappeler, hein, parce que tu l'as très bien dit, Nicolas, mais je me permets d'insister sur ce point-là, ce n'est pas un travail pour rien. C'est un travail qui permet d'éclairer notamment la question fondamentale et qui revient à l'ordre du jour de façon spectaculaire dans la situation Covid et post-Covid et de guerre, c'est la question de la souveraineté.
et de ce que ça veut dire d'accéder à l'indépendance ou pas. Et là-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des positions qui sont essentiellement des positions politiques et des positions qui sont légitimes, un petit peu, hein, mais qui souvent s'appuient sur des légitimités économiques. De dire la souveraineté, on met la souveraineté et l'indépendance dans le même sac, en fait. Hein. Sans préciser que l'un n'est pas forcément l'équivalent de l'autre. La souveraineté va avoir un coût économique disproportionné, donc il ne faut pas devenir indépendant, il ne faut pas devenir souverain, c'est une bêtise économique. Alors, à cette question-là, sur le long terme, finalement, on n'a pas tellement de réponses qui soient apportées dans un cadre comparatif, et les données que tu as rassemblées permettent de faire ça. Donc le jeu, me semble-t-il, en vaut la chandelle par rapport à l'importance de la question de la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce n'est pas tout à fait la même approche que ce matin, on voit bien, parce que ce matin, effectivement, la question, c'était différent, c'était pas dans le temps, c'était l'espace. Alors que là, c'est vraiment une question, la gestion des données, la récupération des données, non pas dans l'espace, encore que, bah oui, c'est des petites économies insulaires, hein, des petits territoires insulaires, on est d'accord, mais c'est vraiment le chiffre principal, c'est de se déplacer dans le temps, là, pour le coup. Dominique, je te passe la main, parce que... Oui. Je trouve ça intéressant parce que c'est comment retranscrire dans un même système de mesure ou d'unité des choses qui ne l'ont pas été. Et donc, je trouve que dans ce jeu de données-là, c'est très important de le renseigner, de l'accompagner des choix que tu as faits, de façon à ce que soit les gens puissent le reproduire sur d'autres territoires, soit qu'ils puissent décider de faire autrement. Bien sûr. Et, de continuer finalement cette recherche sur comment on recode des données qui n'ont pas été dans les mêmes contextes, créées dans les mêmes contextes et évaluées dans les mêmes contextes. Donc vraiment, c'est vraiment le jeu de données qui doit être accompagné de son protocole, des choix de codage, ne serait-ce que pour le partager, pour le reproduire. Et c'est comme ça un très gros travail, en plus. Ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas accéder à toutes ces caractéristiques. Et donc, c'est vraiment au moment où tu le fais que tu peux le renseigner. À la limite, tu essaies de t'y remettre un mois après, tu oublies une partie des choses. Hein. Donc, c'est très important d'immédiatement archiver et retenir et mémoriser tous les éléments de choix que tu as fait. Ouais, moi, si je peux juste intervenir rapidement, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est désagréger au maximum les données pour en permettre une autre utilisation par les chercheurs qu'ils voudront, tout en mettant la trame, on va dire, et la procédure que j'ai utilisée pour arriver à ce que j'utilise dans les papiers, enfin, ce qu'on utilise dans les papiers de recherche et les articles de recherche qu'on fait plus tard. Voilà, c'était ça l'idée, en fait. Et si je peux me permettre dans la suite, je ne sais pas si ça marche, moi, ce qui me semble aussi super intéressant, c'est que ça va bien au-delà de la donnée concrète, mais de toute la méthodologie qu'il y a autour. Et ça, on n'en parle pas énormément. Et je trouve ça hyper vraiment intéressant et ça fait partie de la réflexion de recherche. C'est un produit de recherche. Un produit de recherche complètement. Ah ouais, qui va au-delà du petit détail qu'on peut penser être le petit détail de la donnée, mais toute cette réflexion qu'on porte sur le sens des données, je trouve ça fondamental. Pierre, Alexandre, je fonctionne par proximité. Si ça dérange pas les mêmes. Nicolas, oui, merci pour cet exposé qui. Moi, je suis curieux de savoir comment il va être évalué lorsque tu vas le soumettre, parce que j'ai l'impression que dans ton exposé, tu donnes des indications qui déjà bousculent les critères d'évaluation. Par exemple, la notion est-ce qui es-tu auteur des données? Alors, des co-auteurs, en tout cas, tu es auteur de retraitement, de calcul d'indices. S'agit-il de données secondaires? Quelque part, c'est des données secondaires, mais tu refais des données, enfin, tu crées de la donnée utilisable à partir de données secondaires qui étaient très sédimentées, on va dire, parce que c'est dans les vieilles archives, ce n'est pas vraiment des données disponibles.
Donc, voilà, et les évaluateurs vont déjà, les critères du journal, là, Data in Brief, ne sont pas si simples à mettre en œuvre que ça, on le voit sur Comparat. Et finalement, je crois que ces situations spéciales sont fréquentes. Hein, moi, dans ce que je suis. Oui, sur ce point-là, Pierre, si tu permets, est-ce que tu pourrais remettre la diapo où tu as les questions Ouais. que tu peux poser aux évaluateurs, auxquelles les évaluateurs d'un papier doivent répondre? Parce que ce que tu dis, c'est les deux premières questions. Enfin, il y en a une qui peut paraître contradictoire avec la deuxième. Et comme tu dis, c'est juste pour appeler ce film, hein, c'est totalement. Je pense que c'est l'essentiel des données et qui peuvent être présentées. En fait, d'entrée de jeu, voilà. As is data original and produced by the author? Dans ton cas, oui. As is data secondary? Bah oui. Certaines. Et donc, en fait, dans cette évaluation-là, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de données sur lesquels on est contradictoire. Et ça nécessite, en fait, et c'est là où l'évaluateur utilise, en règle générale, les commentaires. Il y a un commentaire général pour expliquer quand il y a une tension dans des réponses à des questions qui sont super simples. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a des tensions, même des petits paradoxes qui nécessitent des explications. Et c'est là, en fait, où l'évaluateur doit remplir les précisions. Non, c'est utile et c'est très bien. Non, je n'avais pas d'autre chose à dire. Voilà, non, bon, Nicolas, je ne sais pas comment, par rapport à ça, tu réagis. Comment tu te prépares? Tu prépares ton argumentation? Moi, en gros, l'idée, c'est que en fait, il y a une base qui a été déjà consolidée par Bertram pour 1900-2008. Ça, c'est un premier point, qui lui-même utilise donc une base Caraïbe faite par Victor Bulmer-Thomas, qui est un historien, qui lui avait pas du tout le but. En fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est l'impact des guerres napoléoniennes sur Caraïbes et Amérique du Sud. Donc, rien à voir avec notre sujet. Lui, il part de là, il prend ces données-là, qui donc sont les données de Victor Bulmer-Thomas, qu'il a mis en circulation libre, qui sont disponibles au téléchargement pour tous, et que j'ai contacté pour lui demander est-ce que je peux, comment ça s'appelle, utiliser ces données-là. De l'autre côté, comme vous l'avez vu ici, donc, il y a des données de Brian Redmond Mitchell aussi sur certaines îles, et il y a des données aussi sur 4 îles de Bertram. Et tout le reste, c'est moi. Je dirais à peu près la moitié du travail de données et de recherche de données pour la moitié des îles. Après, je dirais c'est moi. Il y a des données des organisations internationales qui sont utilisables, mais en fait, il n'y a aucune base de données qui reprend, et qui met de manière compréhensive ces données-là. Moi, je suis bien conscient que c'est un mélange de données originales produites par moi-même, ensuite compilées par moi-même, et un mélange de données qui sont produites par d'autres. Mais dans mon cas, c'est des données toujours produites par les autres, que ce soit les instituts coloniaux, des chercheurs qui ont eux-mêmes reconstitué des données, etc. Moi, c'est toujours des données secondaires qu'ensuite je recompile. Je suis conscient, moi, de ces difficultés et j'attends de voir l'évaluation de Data in Brief parce qu'il n'y a aucun jeu de données vraiment qui a été publié sur le commerce extérieur des îles de long terme. Même Bertram qui l'a fait, il l'a fait à l'occasion d'un papier, en fait. Et il ne l'a pas mis à la disposition du public, en fait. Il me les a transmises personnellement. Et ensuite, moi, j'ai reconstitué toute la base avec les informations qu'il m'a données, mais je n'ai pas fait copier-coller sur son fichier, vous voyez. Enfin, moi aussi, à vrai dire, j'ai hâte de voir exactement les évaluateurs, comment est-ce qu'ils considèrent mon travail, dans la mesure où c'est ce que disait Vincent, c'est à la limite, il y a déjà une contradiction entre la première et la deuxième question dans le cadre de mon travail. Merci. Florence, Ouais, merci beaucoup. Hein. C'était une super présentation, bravo. J'ai 4 questions. La première, c'est pourquoi le choix de cette revue? Data in Brief est une revue spécialisée dans la donnée qui a un très bon indice d'impact. Son indice H5 est de 50, ce qui est énorme, ce qui est plus que n'importe quelle revue d'histoire économique, par exemple. Ça pour dire aussi pour la question de citation.
La meilleure revue d'histoire économique, elle a un indice H5 de 35. Indice H5, ça veut dire qu'au cours des 5 dernières années, 50, ça veut dire 50 papiers ont été cités au moins 50 fois. 35 papiers ont été cités au moins 35 fois. Donc, Data and Brief, ça donne un peu aussi la mesure de l'impact de ces papiers-là. Et d'un autre côté, l'autre argument, c'est que par exemple, la European Review of Economic History, que je te pointais, Nicolas, elle est classée HCRES, elle est classée CNRS en économie. C'est plus facile, disons, de le faire reconnaître. J'imagine que c'est plus long, mais quel a été ton calcul par rapport à ça? Et voilà, première question. Deuxième question, c'est plus un commentaire qu'une question, pardon, mais c'est sur ces questions de format de données. Est-ce que tu es familier de la différence entre des données longues et des données larges? En fait, si tu cherches un peu en données, tu vas trouver la définition de wide data format versus long data format. Et tu vas voir que là, le problème, c'est que tu as 3 dimensions. Tu as territoire, date et indicateur. Et donc, si tu mets, comme tu es sur un tableau qu'on appelle large, tu peux soit mettre les indicateurs en colonne et les dates en ligne, et après, tu n'as rien pour les territoires. Tu peux faire des onglets différents pour tes territoires. Ouais. Le mettre en long, c'est une manière de tout mettre sur une seule table, où en fait, tu as une colonne qui dit territoire, tu as une colonne qui dit année, tu as une colonne qui dit indicateur, tu as une colonne qui dit valeur, et tu peux même rajouter après les colonnes, méthode d'obtention. Et donc là, c'est là, par exemple, que tu vas rajouter le fait que tes données aient été calculées selon ta méthode, ou elles étaient manquantes et tu as fait une imputation avec du winsorizing. Tu peux même avoir différentes méthodes d'imputation en fonction de la complétude ou pas de tes données. Donc, ce que je veux dire, c'est que les formats longs sont moins faciles à consulter au premier abord, mais ils permettent de tout rentrer dans une seule table et d'être beaucoup plus systématique dans ta codification des données. C'était juste une suggestion là-dessus. Troisièmement, c'était sur les données manquantes ou imputées. Enfin, voilà, c'était juste le truc. Si tu ne le fais pas, il faut prendre là-dessus. Il faut absolument, en tout cas, que tu distingues de manière très, très claire tes données manquantes. Une donnée manquante, si elle est manquante, elle doit rester manquante. Et elle doit absolument jamais être considérée de la même manière qu'une donnée qui a été mesurée. Ou si tu le fais, il faut vraiment qu'il y ait tous les warnings autour pour que ça puisse être distingué. Bien sûr. Pratique là-dessus, mais j'imagine que tu es au courant. Mais autre question, comment tu vas faire avec les APC? J'imagine qu'il y a des coûts de publication. Comment ça marche? C'est une bonne question que je me posais. Donc, j'imagine que c'est 500 $, comme ça. Comment tu vas faire? Et dernière question, pardon, et je termine. Quelle licence tu vas donner à tes données? Est-ce qu'on te l'impose? Je n'ai pas bien compris ce point-là. Est-ce qu'on te l'impose? Est-ce que tu vas pouvoir choisir ta licence? Est-ce que tu vas devoir demander l'autorisation à la personne dont tu as repris un jeu de données au départ pour savoir, avoir son accord pour pouvoir, parce que tu as transformé ces données quelque part? Il y en a une partie au moins qui était transformée par celui-là. Donc, comment tu vas gérer quelle licence tu vas donner à tout ça? Merci. Ouais, alors, bon, je vais faire dans l'ordre. Pour Data in Brief, en fait, j'avais déjà pensé à la European Review of Economic History. J'avais regardé un peu leurs conditions. Elles sont moins souples. Enfin, on va dire c'est plus long de publier avec eux et ça a l'air un peu plus compliqué. Data in Brief, c'était aussi une idée de Vincent avec tout ce qui était reviewer avec comment ça s'appelle, Simon Porcher. Et qu'on avait eu du coup la liste exacte de tout ce qui est demandé. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à tenter et que du coup il avait un indice impact important. C'était encore mieux pour moi dans la mesure où cet objet avait le potentiel de devenir quelque chose de repris et d'important par d'autres. Voilà pourquoi Data in Brief. Mais sinon, il y a d'autres data comment ça s'appelle éditeurs qui publient des données. Et il y a même, si avec Data in Brief, ça ne se passe pas top, je pense que je retournerai sur le European Review of Economic History. Mais là, cette fois-ci, il faut faire plus discussion, introduction, etc., etc. Donc, c'est plus des papiers traditionnels et c'est plus exactement des data papers comme demandé par Data in Brief. Pour le deuxième point, pour le format des données longues et larges, OK, j'ai bien pris en note. Moi, j'ai déjà fait des données longues, comme tu l'as mentionné, à l'occasion d'analyse et d'un papier avec Jean-François. C'est vrai que c'est assez compliqué à lire pour celui qui veut consulter les données. C'est vraiment, ça fait beaucoup d'informations et c'est vraiment… je me pose encore la question, à vrai dire, du format dans lequel je vais les mettre. Peut-être que je vais mettre plusieurs formats pour que tout le monde puisse y accéder le plus facilement possible. Je verrai, j'y réfléchis encore.
Pour les données manquantes, ouais, je les ai séparées clairement. En fait, tout ce qui est en rouge, par exemple, c'est les endroits où je n'ai pas de données et qui sont des données simulées, en fait. Là, c'est très clair pour la population. En fait, c'est les données en noir annotées, enfin, avec un commentaire dessus, comme vous voyez ici, par exemple, c'est un résultat effectué par l'administration coloniale d'un recensement avec la source qui est accolée. Et un peu plus bas, il y a un recensement. Et entre deux, c'est des données que je simule moi-même. Mais jamais la couleur de police. C'est pas lisible par un ordinateur. Quelqu'un qui va charger tes données avec Stata ou avec un truc, il va jamais il va perdre l'info. Enfin, ça, c'est vraiment un truc même différente. Si tu ouvres avec LibreOffice, tu n'es pas sûr de pouvoir tout récupérer. Typiquement, le format est à proscrire comme veille pour porter de l'information. Ok, ça marche. D'accord. Pour les frais, ouais, j'ai vu que c'était 480 $ pour publier. Je ne sais pas exactement comment je vais faire encore. Je vais voir s'il y a un peu de financement pour ça à l'Université de La Réunion, si un peu à l'UMI Source, je ne sais pas encore. J'ai vu ça il y a quelques jours. Bon, je verrai comment faire. Et On pour trouvera, dernier... Pardon? on va trouver les 480 $. Ok. Et dernier point pour la licence et les accords, c'est quelque chose que je n'ai pas encore décidé de. Enfin, j'ai pas encore fait la décision dans ma tête. Je ne sais pas encore quelle licence exacte. J'imagine Creative Commons, mais avec des données. Enfin, déjà, j'ai récolté les accords de comment ça s'appelle de Bulmer Thomas et Mitchell. Maintenant, je vais voir avec Bertram exactement comment est-ce que je peux citer ces données directement avec lui, puisque j'ai déjà eu un contact avec lui. Voilà. Après, vis-à-vis de la licence, je verrai aussi qu'est-ce qui est proposé par l'éditeur, à vrai dire. Ça, c'est encore des considérations qui restent à définir, en fait. Là, je suis en train vraiment de finaliser les données et le data paper, comment le reprendre, etc. Donc, ça, c'est un point que je n'ai pas encore décidé. Voilà. Merci, Nicolas. C'est Stéphane Goutte à l'appareil. Ouais. Merci pour. Je suis arrivé un peu en retard, mais je vais rebondir juste à 2 points. Alors, je suis entièrement d'accord avec Florent sur le fait que la structure en version longue avec tous les indicateurs de même taxe, c'est quand même beaucoup plus pratique, et même pour après tes utilisations économétriques, etc. Franchement, c'est un gain de temps énorme. Ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Là, je vais partir aussi dessus. Et après, je rebondis sur le financement là. En ce moment, à la Graduate School, ils ont fait un appel justement à un projet fédérateur, un projet pour les lancements de projets, justement, pour initier de nouveaux projets. À hauteur de 5 000 €, et ils valorisent beaucoup justement les frais de publication, les données. Donc, je pense que tu pourrais demander avec Vincent le projet. Je pense que ça passera très facilement. Comment tu parles justement de la structuration d'une nouvelle donnée, open access, visibilité pour lancer différents projets. Avec une mission à Malte entre juillet et août pour absolument aller chercher tous les éléments. Après, ils ne financent pas la mobilité. Il y a marqué, la mobilité n'est pas un critère, mais c'est le financement justement aide à la publication, financement d'accès à de données. Il y avait dedans, je pense que ça peut absolument rentrer dans les critères. Voilà. OK. Ok, on a peut-être prévu une petite pause, non, avant de repartir sur une présentation. Ouais. À moins qu'il y ait une autre question, une autre remarque, je vous propose peut-être de faire une petite pause de 10 minutes avant de reprendre, afin de bénéficier de l'expérience et de l'appui de la bibliothèque. Ok, c'est bon pour toi, Nicolas, ou tu voulais encore. Ouais, non, moi, c'est bon. À la limite, je pourrais continuer ce genre de discussion avec Oui. Alors, Florent. En parlant de continuer la discussion, tu es bien d'accord pour partager ton PowerPoint avec nous? Parce qu'il y a dedans. Oui, bien sûr. Ah, ça va être super. Ouais, merci beaucoup, Nicolas. Ouais, pas de souci. Tu communiques à Loïc, comme d'habitude. Ouais. De mettre en partage. Parfait. Bien, je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes, le temps d'aller se rafraîchir un petit peu. Merci, Nicolas. De se sécher peut-être les pieds. Merci à vous.
Ok, je vous propose de reprendre après cette pause qui était fort utile, en donnant la main et le micro, Nordou, au dernier intervenant aujourd'hui, qui est donc. Bonjour à tous. Vous avez vu rapidement ce matin, je m'appelle Michel Demourat et je travaille à la bibliothèque de l'UVSQ sur les données de la recherche, de la valorisation de la recherche. Et donc, dans le cadre du journée d'aujourd'hui, je m'apprête à parler de 20-18 environ sur des choses qu'on a déjà vues ce matin, ce n'est pas forcément mal de pouvoir les recadrer globalement. Hein. C'est peut-être un peu redit, mais en même temps, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et après, je prendrai vos questions et aussi, je présenterai nos services. Les services à vous. Donc, on parle données de la recherche, couverture des données de la recherche. Je rappelle simplement que l'open science et l'ouverture des données de la recherche, c'est le dernier épisode du mouvement open science qui date depuis une trentaine d'années. Hein. Et il s'est beaucoup au départ, et c'est encore toujours, de partager en open les articles. Et maintenant, depuis quelques années, on parle des données en plus. La toute dernière actualité, ça, il faut que je vous en parle, et on ne pas évoquer ce matin, vous arrêtez de dire tout le temps, on l'a évoqué ce matin, ça ira de soi à partir du moment pour ce que je dis. La toute dernière actualité des données de la recherche en France, c'est l'ouverture il y a quelques mois de Recherche DataGouv, qui est un dépôt, un entrepôt de données de la recherche d'État, hein, c'est le ministère de l'Éducation supérieure, qui a mis ça en œuvre. L'idée, c'est de proposer à tout chercheur français un lieu où il puisse déposer les données de sa recherche, pour qu'aucun chercheur français ne soit orphelin d'un entrepôt. Alors, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que sur Recherche DataGouv, les institutions ont la possibilité de créer des collections estampillées de leur nom. Et ça va être le cas pour Saclay, qui va ouvrir dans les jours prochains un Recherche DataGouv Saclay. Le message de Saclay, et je pense que le message de Recherche DataGouv en général, c'est d'utiliser ce service que si de votre côté, dans votre discipline, vous n'avez pas déjà un entrepôt connu, répertorié, faisant référence dans votre discipline. C'est un peu ce que Saclay va dire, commence à dire, c'est bien ça aussi, même pour les chercheurs qui dépendent de Saclay. S'ils veulent mettre ailleurs, il serait mieux politiquement, toute raison de le mettre ailleurs, il ne faut pas hésiter à le mettre ailleurs. Mais ça, le Recherche DataGouv existe néanmoins, il faut savoir que ça existe. On en parlait ce matin, hein, mais les gens qui appartiennent à la fois à l'IRD et à l'UVSQ, donc à Saclay, comment ils font, voilà. Mais bon, moi, je n'ai pas comme technicien ici, donc je n'ai pas de réponse, bien entendu, à ce genre de questions, mais c'est une vraie question. Alors, intéressant, DataStud et Recherche DataGouv sont basés sur le même outil, Dataverse. C'est un truc qui a été créé par Harvard il y a des années. C'est un très bon outil pour faire ça précisément, pour être un entrepôt de données de la recherche. Alors, les données de la recherche. Pourquoi on en parle tellement? Il y a quelques années, l'impulsion a été donnée par les financeurs de la recherche. C'est eux qui ont commencé à exiger que les chercheurs qui financent produisent un PGD, Data Management Plan de gestion de données. Hein. Donc, ils ont été absolument explicites là-dessus, hein, aussi bien en Europe, au niveau des recherches financées par l'Europe, que les recherches ANR, mais aussi les autres financeurs. Hein. Je vous cite l'extrait d'un document ANR. Maintenant, ainsi, le coordinateur ou la coordinatrice du projet s'engage à fournir dans les 6 mois qui suivent le démarrage du projet une première version du plan de gestion de données. On pourrait être plus clair. Hein. À l'Europe, c'est pareil. Et puis, c'est pareil, si je prends le Wellcome Trust, qui est un financeur anglais, c'est pareil. Hein. Anyone applying for Wellcome funding will need to include an output management plan. Ils appellent ça un output management plan
explaining their planned approach. Puis aux États-Unis, la NSF, c'est pareil. Hein, depuis quelques années, les financeurs sont vraiment tous sur la même longueur d'onde. En France, la loi le précise aussi, hein, et il y a eu un décret d'application de la loi, d'une loi récente, décret d'application du 3 décembre 2021, hein, c'est pas ancien, hein. Donc les établissements publics contribuant, etc., à la recherche définissent une politique de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein. À cet effet, ils veillent à la mise en œuvre par leur personnel de plans de gestion de données et contribuent aux infrastructures qui permettent la conservation, la communication et l'utilisation des données et des codes sources. Encore une fois, vraiment pour souligner le fait de ne pas faire un rappel à la loi pour dire que pas OK, simplement pour dire que ce mouvement est vraiment important et au point d'arriver à la loi de la République. Ils insistent tous pour un plan de gestion de données. Qu'est-ce que c'est donc un plan de gestion de données? C'est un document qui vise à démontrer que le chercheur, celui qui va donc recevoir de l'argent, a véritablement considéré que les données seront disponibles gratuitement le plus possible pour tout le monde. Hein. Donc, le plan de gestion de données, ça sert à ça. Ça sert à faire faire la démonstration que le chercheur s'est intéressé sérieusement au fait de mettre ces données librement librement disponibles pour tous, en suivant des principes dits FAIR, F-A-I-R, on en a parlé ce matin. C'est un acronyme qu'on retrouve non-stop dans toute la littérature, tous les commentaires sur les données de la recherche. Donc, FAIR, en français, l'équivalent, c'est facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Ce sont des principes, hein, qui ensuite peuvent s'incarner dans des pratiques, en fait, dans des bonnes pratiques. Et la littérature donne la liste de la littérature. Et puis les instructions autour des TGD donnent bien tous les détails sur les bonnes pratiques pour être comme ça, faire une même bonne pratique pour en servir à plusieurs parties de l'acronyme. Voilà. Je pense que derrière, il y a l'idée que ça ne suffit pas de mettre les données accessibles en ligne. Si un chercheur disait, par exemple, moi j'ai mis mon fichier Excel, mon fichier sur mon Drive, ben voilà, il est libre, tout le monde peut le voir. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit facile à trouver, interopérable, etc. D'où un certain nombre de règles qu'il faut suivre pour obtenir ce résultat. Important. Toutes les données ne sont pas appelées à être ouvertes, on en a parlé, hein, l'anonymisation en médecine c'est extrêmement important, dans vos domaines c'est aussi extrêmement important. Hein. Donc, il est bien précisé partout, hein, que selon les formules qui disent souvent, c'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, effectivement, si pour des questions personnelle, disons, hein, une donnée n'a pas à être disponible à tous, elle ne le sera pas. Et un des objets du plan de gestion de données est d'expliquer pourquoi certaines données ne seront pas mises, et donner les bonnes raisons pour lesquelles on refuse à mettre certaines données en ligne. Alors, les data factors. On a parlé du plan de gestion de données et des data factors, qui n'est pas la même chose, hein. Quel est même si l'objet, la chose à propos de quoi on parle, c'est les données, donc c'est le même objet, il faut le dire, hein, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein. En quoi quels sont les points communs et les points différents? Donc, ça parle des données, dans les deux cas. Le public n'est pas le même, le PGD est destiné aux financeurs. Le data paper est destiné à vos collègues, aux chercheurs. Hein. Le data paper s'inclut dans une chaîne de publication classique. Il va être publié dans une revue, il va être cité, il va être, il y aura une bibliographie, quelque part c'est un article comme un autre. Tous les deux. Alors, autre chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, un plan de gestion de données, c'est toujours un document évolutif. On vous demande d'en faire une première version, quand il en publie une deuxième version, une troisième, en général il y en a trois, il peut y en avoir plus,
Hein. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Ça suit l'avis du projet de gestion de données. Ce n'est pas le cas des data papers. Il n'y a pas de. Voilà, une fois qu'il est fait, voilà, il est publié et puis c'est le point de différence encore. Les points communs, c'est valoriser, bien entendu, les données. Et puis aussi, il y a un point commun de travail, en fait. Hein. Disons que si vous êtes obligé de travailler sur un plan de gestion de données, ben, sans doute que le gros du travail est fait déjà pour ensuite produire un data paper. Hein. C'est la même logique. Donc, le data paper, il y en a de plus en plus, on en parle ici et ailleurs. Hein. Un exemple dans Scopus, on parlait il y a 30 secondes avec certains d'entre vous, en 2015, c'était pour tous 10 data papers. En 2022, on a 1433. 433, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas non plus un chiffre énorme. Hein. C'est vraiment un truc en cours de montée en puissance. Hein. Alors, quels sont l'avenir des data papers? J'en sais rien. Peut-être que ça va regresser après, ou peut-être ça continue à monter. En tout cas, il y a une belle progression, c'est certain. En 7 ans, on est passé de 10 à 1433 dans l'exemple de Scopus. Hein. C'est pareil ailleurs. Hein. Bien entendu, certains journaux sont spécialisés dans le data paper, data entry, il y en a d'autres. En pratique, qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion de données? C'est une série de questions. La plus simple façon de fabriquer un plan de gestion de données est de s'aligner sur la série de questions qui est posée par le financeur. C'est pas, selon les financeurs, c'est pas la même série de questions, c'est cette question qui se recoupe clairement beaucoup. Voilà, exemple pour le Horizon Europe, les Européens, donc il y a 42 questions dans ça s'appelle un template de plan de gestion de données. Pour l'NR, il y en a 15, beaucoup moins, c'est quelques plus larges, mais en gros, c'est la même chose. Je vais vous lire des exemples de questions que j'ai même pas sourcés un peu exprès pour vous montrer un peu à quoi il faut s'attendre quand on est en train de remplir un plan de gestion de données. Alors, quelques questions. Rendre les données de votre projet FAIR aura quel coût? Des questions sociologiques. Autre question. Les données seront-elles déposées dans un entrepôt de confiance? Autre question. Les données seront-elles identifiées par un identifiant persistant? Les données seront-elles proposées de telle façon qu'elles soient facilement moissonnables et indexables? Les données seront-elles ouvertes? J'ai dit les données, c'est les métadonnées. Seront-elles proposées de telle façon qu'elles soient facilement moissonnables et indexables? Les données seront-elles rendues ouvertes? Si certaines séries peuvent être partagées, expliquez pourquoi. Donc, c'est ce genre de questions-là qui font les templates de plan de gestion de données. Ça fait allusion à des choses comme les métadonnées, les entrepôts de confiance, les formats, sont des concepts qui peuvent ne pas être absolument évidents. Hein. Je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le lieu. On l'avait fait plus en détail quand on s'était vu l'année dernière sur ces divers concepts. La seule chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui et maintenant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ces concepts. C'est des choses qui peuvent faire, qui peuvent donc dire métadonnées, qu'est-ce que c'est, on exige des formats, mais lesquels, pourquoi, etc. C'est facilement compréhensible, enfin, on vous dit compte en discutant un petit peu. L'exemple des métadonnées, c'est typique. C'est un mot selon la place dans laquelle on le met dans la phrase, ça peut dire la même chose. Je me dirais, il y a beaucoup de mots dans ce style-là, mais c'est typique des métadonnées. On peut parler d'un système de métadonnées, ou bien d'une zone, ou bien d'un contenu de zone. Quand on dit métadonnées, on parle des métadonnées. Donc, il suffit de bien parler pour comprendre de quoi il s'agit dans le même document. Hein. C'est pas si effrayant. J'ai confiance. Là, donc, oui. Je ne sais pas comment on peut interagir. Ma question, c'est en écoutant, parce que le plan de gestion des données, au départ, si tu te souviens, on avait interagi la première fois. Moi, je m'étais imaginé définir un cadre de gestion des données au niveau du labo. Parce que lors de l'évaluation HLEVS, la question avait été apportée plus ou moins, enfin, c'était un peu ambigu.
Et après avoir discuté et avoir assisté aux présentations, je me dis, mais non, le plan de gestion de données, c'est pour un projet. Alors, ma question maintenant, la question, est-ce qu'il ne serait pas une bonne chose de concevoir un plan de gestion des données pour les thèses, qui peuvent être considérés comme étant des projets quand même. Tu as vu des choses là-dessus? J'ai rien vu pour l'instant, j'ai rien vu là-dessus. J'ai rien vu là-dessus. Ça ne veut pas dire que je regarde pas tout. J'ai très un coup d'œil pour voir s'il y a des choses là-dessus. C'est ce qu'a fait Apollinaire Poissy, de faire un exemple sur sa thèse en géographie. C'est très pratique parce que quand on le lit en tant que géographe, on s'y retrouve, on comprend ce qui est demandé, les proformas, etc. Il faudrait qu'un étudiant en économie le fasse. Et il l'a fait sans être obligé par un financeur. Non, il a fait de lui-même. juste un exercice sur comment dire, l'idée et la demande de vos interégaux à l'IRD. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'une fois que tu as défini ton plan de gestion de données, en fait, ça préformate en quelque sorte la possibilité de faire un data paper, d'avoir plein de questions. La moitié des questions, la moitié du travail est à mon avis. C'est quand même hyper différent selon que ce soit des macroéconomistes qui travaillent sur la donnée secondaire ou plutôt des microéconomistes qui vont collecter la donnée potentiellement individuelle ou traitement sur le terrain. Enfin, je veux dire, on ne rappelle pas. Les cas de figure vont pas du tout être les mêmes. Mais c'est pas vraiment des exemples, hein, que ce soit que les gens qui les font en premier, les ouvrir. Parce que vraiment, ça aide vraiment à bien comprendre comment faire dans sa matière. Hein. Je ne suis pas chercheur, mais je peux bien imaginer qu'effectivement, être obligé de travailler sur un plan de gestion de données oblige de clarifier sa pensée et aide tout le processus de recherche. Je dis ça un peu sans expérience, hein, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, après, j'entends la remarque de Florence sur le fait que l'exemple n'est pas forcément duplicable. Il est très dépendant du contexte. Mais c'est le principe d'un plan de gestion de données, je pense. Il est vraiment adapté au contexte. Il y a des premières questions, mais donner le contexte de votre recherche. Voilà. Ça répond au questionnement et puis au jeu de données de la géographie. Que après, ça devienne un modèle que tout le monde le suive en géographie. C'est normal. Je ne sais pas comment dire. C'est pas mal. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des par matière, il y a des questions, des histoires de propriété, des histoires de définition des données, etc. Et bien, c'est toujours les mêmes. Je vais peut-être reprendre le déroulé de mon. Oui, pardon. Alors, pardon, excusez-moi. Non, mais le contraire, pour vous intervenir. Il est un peu tard, mais. Oui, une chose un peu globale que je veux dire, il existe un très bon outil qui s'appelle DLP Copidor. Il y a un équivalent anglo-saxon, mais il est beaucoup utilisé en France. C'est une espèce de drive, en fait, au sens où c'est un fichier centralisé sur le cloud qu'on peut fabriquer au fur et à mesure de jours et qu'on peut partager, mais avec une grille tout à fait. Le but de DLP Copidor, une grille plan de gestion de données. Quand vous rentrez au DLP Copidor, vous authentifiez, vous créez un compte. Ensuite, vous choisissez quel est le template que vous êtes financé par l'ANR, Europe ou d'autres. Vous choisissez votre template. À ce moment-là, des questions du template apparaissent et vous pouvez les remplir. Vous pouvez les remplir, vous commencez à travailler, vous conservez en mémoire sur le cloud votre plan de gestion de données dans l'état où il est, où il travaille dessus, vous le reprenez 2 jours après, etc. Donc, c'est le même principe qu'un drive, mais vraiment formaté au plan de gestion de données. Donc, l'outil, en plus, est franchement bien fait. C'est celui auquel faisait référence déjà Dominique ce matin, non? Elle l'a cité? Oui, je pense qu'elle l'a cité ce matin. Oui, elle l'a cité rapidement ce matin. Il y a un équivalent anglo-saxon qui est bien aussi, le nom m'échappe, mais c'est bien aussi, mais c'est un bon titre. Il a aussi, dans un certain point de DLP Copidor, des exemples de data management plan qu'on peut utiliser. Alors, le dernier point que je voulais dire globalement, c'est que nous, à la bibliothèque, à la BU, l'équipe recherche de la BU, hein, on est là pour vous aider. Hein.
je vais dire ça mieux en listant un peu ce qu'on a déjà fait à différents moments pour aider les chercheurs dans tous ces domaines-là. Alors, on participe à des formations, un catalogue de formations de doctorants, hein, on fait des formations sur ces sujets-là, sur la science ouverte, des théophileurs, etc. On a fait des formations à la demande, donc là, par exemple, l'année dernière, à la demande de Vincent, on a fait une journée de formation sur le sujet. On en refait une cette année à la demande autour d'un ERC spécifique sur les données de la recherche. On aide au dépôt de données sur des entrepôts. On l'a fait récemment pour Nathalie Carrasco du Atmos, qui a déposé un petit jeu de recherche et on l'a aidé à toutes les étapes on a été l'interface entre elle et Richard Datagoog. Alors, quand il y avait alors là, c'est intéressant parce qu'on a expliqué les places de Richard Datagoog. On s'est aperçu que leur curation était assez sévère. Il n'était pas passé les choses facilement. C'est très bien. Moi, je suis pour les curations un peu, pas forcément sévères, mais les curations un peu sérieuses. On n'a pas de bonne qualité. Donc, chaque fois qu'on pouvait répondre, nous, on l'a fait. On ne remontait vers Nathalie pour des précisions que si c'était nécessaire. C'est un truc qu'on ne pouvait pas répondre. Donc, voilà. Donc, la curation pour le Richard Datagoog est assez. Donc, Michel, pour être très clair sur ce point-là, tu me fais une proposition d'offre de service. C'est complètement. On est bien d'accord. Je l'entends. Moi et les collègues. Donc voilà, donc on a aidé à la rédaction de Data Management Plan. On a relu, et beaucoup Karine, ma collègue, qui fait ça, qui a relu des Data Management Plan. On a aussi on a rédigé des aides des aides pour remplir les templates, avec des exemples, des conseils et des exemples, question par question, pour les demandeurs de financement. On va faire aussi de l'accompagnement sur des outils un peu annexes, mais qui peuvent être intéressants, comme ShareDocs, par exemple, ou EasyDocs. C'est un genre de drive, en fait, qui est utilisé beaucoup en fait en SHF. Et ma jeune collègue que vous avez vu ce matin va se spécialiser dans les SHF. Prendre ça en main. De façon générale, on répond à toute question, à toute demande. Entrer en contact avec nous, et puis on voit ce qu'on peut faire. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je vais les prendre. Oui, moi j'ai une question assez précise parce que vous disiez qu'il y a des PGD pour les ANR. Moi j'ai participé à 2 ANR et dans le dernier ANR plus récent, on devait donner un plan de gestion des données. C'était marqué sur le papier, mais c'est resté théorique. Ah, d'accord. Et j'aimerais savoir si vous pouviez nous donner la liste des 15 questions. Je ne les ai pas ici, mais je vous les enverrai. Vous les envoyer pour voir quelles c'était les questions. Et puis, comme on est sur la fin du projet, et qu'on veut faire un stockage parce qu'on a des données qualitatives, quantitatives de nature très variée, ça pourrait être intéressant de le faire pour nous dans la perspective. Et ils n'ont pas Non, ils ont demandé le livrable au 31 décembre sans le plan gestion des données. C'est à la Rappelez-nous quand est-ce qu'il est dessiné, c'est l'ANR Relève qui a pris fin le 31 décembre. Et donc, oui, c'était 2019. Il a été signé en 2019 pour début des recherches fin 2019. Ouais, 2019. Et 2019. Non, c'est marrant, 2019, si je ne m'abuse, c'était déjà cette projet absolument connu. Mais justement, quand le contrat a été signé, on nous a dit que quelques mois après, les recherches étaient déjà commencées par les équipes. Le coordinateur nous a dit qu'il va falloir fournir un plan de gestion des données très formalisé.
Et puis, finalement, dans les livrables, il n'a pas été demandé et ça n'a pas été du tout après. Ça a été oublié, en fait. Mais voilà. Mais peut-être que pour les prochains ALR, ce sera vraiment obligatoire. Et en tous les cas, Je crois que c'est obligatoire maintenant. Ben, c'est systématique, mais pas pour les rendus là, de ce projet-là 2019-2022. Ça n'a pas été dans la liste. Mais je suis preneuse d'avoir une classe question pour le fasse souvent en interne. Je crois que c'était très clair. Et vraiment, merci beaucoup à nouveau d'avoir participé. Parce que pour nous, c'est un vrai encouragement. En fait, c'est la complexité. On n'utilise pas les langages et les codes. Ça nous est très utile de savoir qu'on peut bénéficier d'un tel support. C'est un mouvement bénéfique. On a des vrais exemples, après, ça nourrit les réponses au suivant. Ce matin, j'étais très content d'être là, parce que j'ai vu aussi les vraies questions que posent les vrais chercheurs. Je suis un peu retrait dans la bibliothèque, les principes bibliothéconomiques qu'on est censé savoir. M'en douter. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions à distance ou autres. Si ce n'est pas le cas ou si n'ayez pas de regrets, de toute façon, on pourra toujours continuer la discussion par mail, notamment. Il me reste à remercier l'ensemble des intervenants de la journée, à commencer par Dominique, Nicolas et puis Michel. Bravo à tous les trois. Je trouve que la journée était très intéressante et les interventions étaient très complémentaires les unes par rapport aux autres. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire ça. Mais bravo en tout cas. J'ai trouvé que c'était super intéressant et très utile pour la suite. Franchement, merci. Merci. Oui, moi, merci vraiment à Nicolas d'avoir pris le temps, alors qu'il a beaucoup d'autres choses à faire. C'est un travail assez énorme. Et puis à Michel, pour cette offre de service. Et moi, j'incite vraiment tous les doctorants ou tous les chercheurs à profiter de cette offre. Voilà. Bon, merci à vous. Merci à vous tous. Et puis, vas-y Nicolas, si tu veux dire un petit mot de la fin, toi aussi, après Dominique. Non, mais merci à vous tous d'avoir été là. Je pense que c'est utile pour tous. Moi, c'était plus pensé comme un retour d'expérience et une petite explication. Je pense que c'est intéressant pour nous tous parce que ça va devenir un enjeu, j'ai envie de dire politique pour l'UMI Source, mais aussi, on va dire, personnel et un enjeu de recherche de manière générale. La gestion des données, c'est important et fondamental aujourd'hui. Donc, moi, je suis content d'avoir pu participer à ça. Et puis, si je peux lancer des vocations, alors je pense pas, mais en tout cas, moi, en tout cas, ouais, je peux être une sorte de personne ressource un peu si quelqu'un a des questions. Pas que j'ai une connaissance aussi approfondie que Michel, mais voilà, je peux répondre à quelques questions, je pense. Voilà. Merci. Et puis, Florent, je te poserai quelques questions après par mail, si ça ne dérange pas. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Michel, tu veux dire un petit mot pour la fin ou... Je vais dire bon, bien vous remercier encore de m'avoir accueilli. Ok, merci à toutes et à tous pour votre participation à cette journée extrêmement instructive et qui annonce aussi d'autres séances de débat, de réflexion. Merci encore et à très bientôt. Bientôt. Au revoir.